sur un sujet comme la reconstruction, expliquer aux gens l'origine de leur immeuble, leur dire mais si, regardez cette mise en œuvre sur la façade arrière, il y a un vrai travail esthétique qui est fait par l'architecte, et d'avoir des gens qui disent ah mais oui, j'avais jamais fait attention, oui c'est vrai qu'en fait c'est intéressant, et qui vont peut-être trouver quelques qualités architecturales à leur immeuble. Ça c'est chouette ces rencontres-là. Le patrimoine se raconte dans Terre-Histoire, une collection de podcasts produite par la région Centre-Val de Loire et réalisée par Lisa et Jérémy Thomas. Et pour cette première série d'épisodes, voici le programme. Un voyage en plusieurs étapes à travers la région Centre-Val de Loire en compagnie de femmes et d'hommes qui arpentent ce territoire avec une mission bien définie, découvrir, étudier et faire connaître le patrimoine. Chercheurs, photographes, cartographes, graphistes, documentalistes, médiateurs ou apprentis, ils font tous partie de l'équipe du service Patrimoine et Inventaire. Présent dans chaque région en France, l'Inventaire général du patrimoine a été fondé par André Malraux en 1964 pour permettre une meilleure connaissance des territoires et une mise en valeur du patrimoine, qu'il soit architectural ou mobilier, et qu'il présente un intérêt culturel, historique ou scientifique. C'est sur le terrain, au cœur des dossiers d'inventaire, que nous avons enregistré ce podcast. Et pour le troisième opus de la collection, nous sommes montés à la capitale, celle de la région Centre-Val de Loire, Orléans, la préfecture du Loiret. Cette fois-ci, nous avions rendez-vous directement dans les locaux du service Patrimoine et Inventaire avec Florence Cornillo et Vanessa Lamorlette-Pingard. Ce binôme chercheur-photographe travaille sur le sujet passionnant de la reconstruction à Orléans. Toutes les deux étudient comment les architectes et les urbanistes ont pensé et reconstruit le centre historique d'Orléans juste après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il venait d'être en grande partie détruit par les bombardements et les incendies de 1940. Une période architecturale peu connue et peut-être pas assez reconnue, mais qui mérite que l'on raconte son histoire pour l'apprécier à sa juste valeur. Et pour la faire entendre, nous avons arpenté aussi bien les rues du centre-ville d'Orléans que les couloirs et les salles de documentation du service de l'inventaire. Épisode 3. L'architecture et l'urbanisme de la reconstruction à Orléans. Ce qui est intéressant dans le patrimoine de la reconstruction, c'est qu'il est d'abord souvent pas considéré comme du patrimoine, parce que récent, on n'a pas encore forcément le recul historique, d'où l'intérêt de le révéler aux yeux du public. Florence Cornillo, chercheure au service régional de l'inventaire du patrimoine de la région Centre-Val de Loire. Donc les études menées par la région Centre-Val de Loire sur la reconstruction, sur le patrimoine reconstruit après la Seconde Guerre mondiale dans les villes du Val de Loire, c'est vraiment pour le valoriser touristiquement, pour les habitants. Et puis aussi parce qu'en fait, souvent, les centres-villes sont des zones de protection du patrimoine. Ce sont des sites patrimoniaux remarquables. Et donc, il y a toute une pédagogie aussi à faire pour préserver le patrimoine. Alors, c'est souvent ce qu'on appelle le patrimoine de seconde œuvre, qui est assez important sur la reconstruction. Donc, c'est tout ce qui va être fenêtres, portes. Donc, il faut aussi faire de la pédagogie vis-à-vis des habitants pour leur montrer la qualité de l'architecture dans laquelle ils vivent. Mais voilà, les multiples buts de cette étude. Et donc à Orléans, au début de la Seconde Guerre mondiale, il y a 17 hectares du centre-ville qui sont détruits entre, grosso modo, le 15 juin et le 25-26 juin 1940. L'invasion allemande a progressé très vite. C'est pas les bombardements comme on connaît les bombardements alliés de la libération sur les villes allemandes. C'est pas des centaines, des milliers de bombes. C'est moins de bombes que ça, mais ce sont des bombes incendiaires. Or, l'eau arrive à Orléans depuis le sud de la Loire, avec des conduites qui passent sous le pont Royal. Et les troupes françaises qui sont en déroute ont fait sauter une partie du pont pour ralentir la progression des troupes allemandes. Donc ils ont coupé incidemment les arrivées d'eau. Et donc les incendies déclenchés par les bombes font rage pendant 10 jours à Orléans et détruisent donc 17 hectares. Dès le 26 juillet 1940, le préfet Jacques Morane va mettre en branle toute la machine administrative et faire déclarer Orléans ville sinistrée par fait de guerre. Donc la ville a 3 mois à compter de ce jour pour produire, en lien avec les services de l'État, un plan de reconstruction et d'aménagement. On va avoir là un certain nombre d'acteurs qui entrent en scène, notamment les urbanistes, qui sont sensibles à la question de la ville, de la manière dont on doit la penser, de la manière dont on doit la faire évoluer. Ils n'ont pas eu jusqu'ici, à part parfois dans les colonies, notamment en Afrique du Nord, la possibilité d'exercer leur savoir-faire. Et avec la reconstruction, avec la table rase que représentent les destructions, ils voient une manière de faire entendre les préceptes de l'urbanisme.
Donc à Orléans, c'est Jean Royer, architecte urbaniste, avec Jean Le Huérou-Kirizel, un ingénieur des ponts et chaussées, directeur des travaux municipaux. Tous les deux vont écrire ce plan de reconstruction et d'aménagement. Donc les urbanistes, lorsqu'ils rentrent en scène dans l'élaboration de ces plans de reconstruction et d'aménagement, ils vont imaginer la ville de demain. Ils vont penser des aménagements modernes pour les logements, des rues suffisamment larges pour le flux automobile, et surtout ils vont créer des places. On a pas mal de vide finalement. La reconstruction est une période architecturale passionnante par sa modernité et sa créativité. Mais si l'on imagine en plus l'urgence et les conditions de travail de ses acteurs au sortir des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle en devient fascinante. Même si elle est généralement située entre 1940 et 1953, selon l'importance des destructions, les travaux ont parfois duré jusque dans les années 60. C'est le cas notamment, à Orléans, de la place du Général de Gaulle, une des créations marquantes de la reconstruction. Avec ses 7000 mètres carrés de superficie, elle illustre parfaitement l'un des objectifs de ces urbanistes, dédensifier la ville. Ils veulent gagner de l'espace et de la lumière dans les îlots pour faire de la place à de plus grands appartements, améliorer la circulation des voitures et favoriser le commerce. Des préceptes toujours visibles à Orléans si vous empruntez par exemple la rue du Cheval Rouge, qui part de la place du Général de Gaulle pour rejoindre les bords de Loire. C'est une rue bordée de part et d'autre d'immeubles typiques de la reconstruction, et des immeubles dans lesquels le bien-être de ses habitants a été pensé. La reconstruction, c'est aussi l'assainissement, c'est aussi des réseaux d'égouts, c'est aussi l'alimentation en eau potable des logements, c'est aussi le chauffage urbain, avec des questions d'aération, de salubrité, de luminosité. C'est pour ça qu'on va avoir un certain nombre de rues anciennes qui vont disparaître à Orléans, parce qu'on sait qu'il y avait de nombreux foyers de tuberculose, y compris dans les parties qui ont été détruites. Donc là, on va repenser la ville en l'aérant, en l'équipant du confort moderne. On ne va plus simplement avoir un puits dans la cour et puis des appartements de 2 pièces, une pièce de vie et puis peut-être une chambre pour toute la famille. On va avoir des logements avec salle de bain, cuisine équipée. On en verra une cet après-midi. Alors, c'est une cuisine équipée contemporaine, mais il reste un dispositif, une hotte à l'époque de la reconstruction. Et ce qui est intéressant et qu'on donne à voir dans notre étude, parce qu'on dit que voilà, la reconstruction, elle démarre dès 1940. En tous les cas, les projets de reconstruction sont pensés dès 1940. Mais ce qu'on va voir réellement en 1940-1941, ça va être le déblaiement. On va évacuer toutes les ruines. C'est des milliers de mètres cubes de pierre, de bois. Mais dans les faits, à part les déblaiements, on ne fait rien. Parce que l'occupant allemand se saisit en fait des matériaux, parce qu'il crée très vite le mur de l'Atlantique. Donc ils ont besoin de sable, de béton. Et donc aucun chantier démarre vraiment avant la libération. L'intérêt de ces études que nous menons à l'Inventaire général, c'est qu'on voit les potentialités de cette architecture des années 50. Comme c'est un quartier qui est très commerçant, le centre-ville d'Orléans, on a aussi des arrière-boutiques en rez-de-chaussée. Donc on a beaucoup de toits-terrasses. Et en faisant cette étude, moi j'ai retrouvé des textes de Jean Royer de 1940 où il écrit « On est dans un quartier commerçant, donc on doit prévoir des cœurs d'îlots larges pour pouvoir passer en voiture, livrer les marchandises pour les boutiques depuis les cœurs d'îlots. Et on a des arrière-boutiques avec des toits-terrasses. Eh bien, ne peut-on pas imaginer de couvrir complètement le cœur d'îlot et d'avoir des jardins suspendus au niveau du premier étage, finalement, en R+1, pour amener de la verdure dans le centre-ville et lutter contre les fameux îlots de chaleur urbains. Donc c'est Jean Royer qui écrit ça en 1940, et ça pourrait être un apport de l'étude, ça pourra inspirer des décideurs politiques, des élus, à imaginer ce qu'on pourrait faire de ces éléments-là. Alors bien sûr, ça amènera à les transformer, mais on sait qu'aujourd'hui, voilà, les îlots de chaleur urbains, on en parle de plus en plus. N'y a-t-il pas là quelque chose à imaginer pour créer aussi la ville du XXIe siècle ? Continuer à imaginer la ville de demain. Avant de partir en excursion dans le centre-ville d'Orléans, à la découverte d'un appartement de la reconstruction, Florence et Vanessa ont profité de notre venue dans les locaux de l'Inventaire pour nous faire découvrir leur patrimoine. Je vous emmène à la mégathèque. Ce sont en fait 2 salles. Dans l'une sont classées méthodiquement toute la documentation papier du service, du temps où il n'y avait ni Internet ni serveur informatique. Et dans l'autre sont rangés et conservés les négatifs photos des appareils argentiques quand le numérique n'existait pas encore. 2 salles, 2 ambiances, mais pas si éloignées finalement, puisque chacune d'elles est équipée d'armoires à rangement électrique et d'une atmosphère confinée. On commence par la mégathèque avec Vanessa. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre métier de photographe d'inventaire,
C'est conserver la mémoire du patrimoine architectural et du patrimoine mobilier. Et conserver la mémoire, c'est à la fois faire des photos en numérique. Aujourd'hui, on est équipé avec des appareils photo numériques. Mais c'est aussi conserver tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs, par les photographes du service, donc depuis sa création, depuis 1972. Ici, on a à peu près 210 000 phototypes, donc 210 000 photos argentiques et numériques. Et voilà, ça c'est la grande étagère où sont conservés tous les négatifs. Hop, voilà, je l'allume. Donc c'est sur plusieurs niveaux, hein. C'est organisé par département. Voilà, donc là ça roule, hop, jusqu'au 45. Pour conserver les négatifs, une de nos missions, c'est de pouvoir assurer les bonnes conditions. Là, moi, toutes les semaines, je viens ici contrôler l'hygrométrie. Donc, il ne faut pas que ça dépasse 60% d'humidité relative. Et la température intérieure, elle ne doit pas être pour les négatifs supérieure à 24 degrés. Donc, c'est vraiment un point sur lequel on est très, très vigilant parce que voilà, être photographe et la photographie, c'est pas uniquement, même si c'est une grande partie, être sur le terrain, c'est aussi conserver toute la mémoire du service et tout le travail que les photographes précédents ont réalisé. Voilà, c'est la double mission. Un peu plus loin, au bout du couloir, à gauche, on découvre avec Florence une pièce que tout le service appelle la salle des électroclasses. Dès le début, les créateurs de l'inventaire se sont dit que pour gérer la masse documentaire, la masse des données qu'on allait produire, l'informatique serait un outil indispensable. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro-ordinateur. Donc, on travaillait sur papier. Et ensuite, les bordereaux étaient envoyés à Paris et ils étaient saisis par des opérateurs de saisie à Paris. Donc là, nous, on a 40 ans de production de papier dans ces armoires, ces électroclasses. Ça représente plus de 100 mètres linéaires, en fait, hein, les 3. Parce qu'effectivement, on en a 3. C'est énormément de documentation. Et donc, comme cet après-midi, on va aller rue Charles-Sanglier, dans le centre d'Orléans, c'est le centre-ville reconstruit. Je veux juste rejeter un coup d'œil sur la documentation qu'on a déjà pour me remettre en tête. Et je dois juste... tac, tac, tout est allumé. Hop. Voilà, c'est le plateau 11. Donc, je vais chercher la rue Charles-Sanglier. Hop, ça. J'ai notamment un article de journal sur le déménagement d'une ancienne imprimerie qui était située rue Charles-Sanglier, un article de 85. Et donc c'est dans la partie non détruite de la rue. Et effectivement, voilà, je vais avoir des dossiers qui ont été faits à partir d'archives, généralement, à partir de bibliographies, des périodiques publiés par les sociétés savantes. Donc à Orléans, on a la Société archéologique et historique de l'Orléanais, qui a travaillé énormément sur l'histoire de la ville. Et donc là, j'ai une fiche de documentation préliminaire sur l'hôtel de l'Homme Sauvage, qui était situé 16 rue Charles-Sanglier, mais qui a disparu en juin 1940. Et donc là, je vois qu'en fait, cette fiche est établie en 1969 par une Madame Moreau, et revue en 1972 par Monsieur Hamel, qui est un érudit relativement connu sur Orléans. Moi, je le croise dans mes archives reconstruction. Tout ça, c'est les descriptions, mais voilà, ça nous permet de savoir ce qui a disparu. Donc voilà pour ce que je vais avoir trouvé ici, sur la rue Charles-Sanglier. Alors, je prends ça. Et juste avant de partir, Vanessa vérifie consciencieusement son matériel pour la campagne photo de l'après-midi. La reconstruction à Orléans, c'est un sujet qui est chouette avec beaucoup de contraintes en tant que photographe parce qu'on est en centre-ville, donc il va y avoir les piétons, la circulation et puis le peu de recul. Les bâtiments sont très hauts, donc là il faut que je pense à prendre des escabeaux et puis également l'échelle parce que pour avoir le meilleur point de vue, ça nécessite parfois de prendre un petit peu de hauteur. Donc là je sais qu'il me faut absolument des objectifs grand angle. Je vais prendre le moyen format. Celui-ci, il a une résolution de 150 millions de pixels. L'intérêt, c'est pas une course à la technologie, une démesure. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'avoir une photo de la meilleure qualité possible. Donc, c'est une photo scientifique et on a besoin de pouvoir aller y rechercher le détail, on a besoin de pouvoir aller zoomer dans l'image. Voilà, d'où l'importance de cette résolution. Quoi d'autre prévoir ? Eh bien, déjà, on va charger tout ça. Ça fait pas mal de choses. Les archives checkées, le matériel photo chargé dans la camionnette, place maintenant au travail de terrain.
Direction le centre-ville d'Orléans pour découvrir, de l'intérieur, un appartement de la reconstruction. Il se trouve précisément rue Charles-Sanglier, dans la partie est du secteur reconstruit. Une rue dans laquelle on trouve notamment l'arrière de l'hôtel Cabu, un magnifique hôtel particulier Renaissance du XVIe siècle, entièrement restauré après la guerre, puisqu'il n'a subsisté, après les incendies de 1940, que les façades en pierre. Aujourd'hui, il abrite le musée d'histoire et d'archéologie d'Orléans et fait face à l'appartement que nous allons visiter. Oui. Oui, bonjour, c'est Florence. Oui, bonjour. Merci. Oui. J'aime bien aussi en profiter pour regarder la distribution, pour savoir combien d'appartements on a aujourd'hui, parce que c'est pas toujours le nombre d'appartements qui était prévu initialement. Ça a parfois été divisé. Donc voilà. Et on arrive dans notre appartement témoin. Bonjour. On a un petit peu de matériel. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Il n'y a pas de quoi. Donc moi c'est Camille et Lily. Nous sommes dans un appartement qui donne sur la rue Charles-Sanglier, donc qui appartient à l'îlot 18, parce qu'en fait la reconstruction elle a été pensée par les vides, les rues, les places qu'on crée, et puis ensuite par les pleins, donc par les îlots, par les immeubles. Donc on est sur un îlot reconstruit entre 1949 et 1952. Donc là on a une grande pièce de vie à vivre derrière. Enfin cette pièce elle est trop belle. Et ouais, nous, ça fait quand même partie, là, la pièce des raisons qui font qu'on a eu envie de vivre là, parce que c'est des volumes super beaux, c'est très lumineux. On a une vue très belle sur l'hôtel Cabu, donc ça, c'est super. Il y a le soleil qui se reflète sur la couleur claire là, de la façade, donc c'est super beau dans la pièce à vivre. Le soir, c'est éclairé magnifiquement, donc voilà, on adore cette pièce. Enfin, il y a 2 pièces, l'autre, je vous la montrerai si vous voulez, c'est la chambre de Lily. Elle est chanceuse, c'est une très très belle pièce aussi. Alors on va pas faire de photos d'intérieur parce que les gens y ont leur vie. En revanche, ce qu'on apprécie, c'est que là on est en étage, on est au 2e étage de l'immeuble et ça nous permet d'avoir des points de vue qu'on ne peut pas du tout avoir depuis la rue, notamment sur des élévations. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça va être pour faire des photos à la fois du cœur d'îlot, donc de l'espace, de la cour si on veut, qui se situe au milieu des immeubles, au milieu de l'îlot. Et puis aussi côté rue, on va regarder, on va ouvrir les fenêtres et voir ce qu'on peut faire. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis le sol, est beaucoup plus compliqué à faire parce qu'on a les voitures, on a la circulation automobile. Donc là, c'est vraiment génial qu'on ait pu rentrer ici pour faire ces photos-là. Il y a aussi la salle de bain, ouais, peut-être. On va pouvoir aller voir. Et on va faire aussi en fonction du soleil. Formatage, réglage du stockage. Stockage formaté. On a l'idée de ce qu'on voudrait montrer. Après, la réalité, je décris. J'ai devant moi une baignoire et la fenêtre est juste au-dessus. Donc, j'ai pas accès direct à la fenêtre. Pour y avoir accès, je vais devoir grimper sur la baignoire et voir. Alors, j'ouvre. Voilà. Hop. Là, dans mon image, si je me décale là légèrement sur la gauche, je peux avoir cette tour où il y a la dessert de l'escalier, ce qui permet de montrer le cœur d'îlot et à la fois l'organisation du cœur d'îlot et puis des détails. Super. Enfin, ça, c'est encore la théorie. Oui. On va passer à la pratique. Le premier ingrédient de la photo d'inventaire, ce qu'il faut avoir tout le temps, c'est le temps. C'est prendre son temps. Trouver le cadrage, trouver l'objectif adéquat, avoir les bonnes conditions, le temps de faire ses réglages matériels. C'est toute cette petite recette qui fait qu'on a une bonne photographie d'inventaire. Ah, c'est chouette. C'est agréable de se dire que oui, des personnes vont pouvoir voir des lieux, des points de vue qu'ils peuvent pas en fait découvrir s'il n'y avait pas eu l'inventaire, si on n'était pas passé par là, parce que c'est des accès qui sont privés, parce que c'est des choses exceptionnelles et j'allais dire on révèle, on partage, on fait connaître et on rend à chacun son patrimoine. Enfin, ce sont des choses qui nous appartiennent à nous toutes et tous. Ouais, on se sent utile dans cette mission.
métier passion. On arrive rarement par hasard dans ces métiers-là. Moi, c'est un métier auquel j'aspire depuis mes 17 ans. Donc j'ai pensé tout mon parcours universitaire en fonction de ça. Avec une trouille quand même, parce que on n'est pas très nombreux en France à le faire. Mais en vrai, est-ce que moi je vais savoir faire? Est-ce que je vais être une bonne professionnelle? Toute la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel, c'est étudier les traces matérielles du passé, l'architecture, les objets mobiliers, les aménagements urbains, à des fins de connaissance, vraiment, pour alimenter l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, en faire une archive aujourd'hui. Et puis la deuxième dimension, le chercheur, en étudiant, il va pouvoir identifier des éléments qui vont pouvoir être valorisés, qui vont pouvoir permettre aux habitants de s'attacher à leur cadre de vie. C'est important. La région Centre-Val de Loire, c'est une des régions de France où il y a le moins d'attachement. Il y avait une enquête il y a quelques années. Les habitants sont le moins attachés à leur territoire. Et en fait, on réalise que c'est en rendant les habitants aussi fiers de leur territoire, et ça passe par identifier les richesses patrimoniales de leur territoire, même si elles peuvent être très modestes, même si ça peut être une maison d'ouvrier, une ferme. Quand on se sent appartenir à un lieu, on va aussi le préserver peut-être avec plus d'attention. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir le valoriser, attirer des touristes, et ça pour l'économie, on sait que c'est intéressant. Voilà, c'est ça aussi la mission de l'inventaire, rendre un service public en créant cette archive. C'est le sentiment de participer à une œuvre qui nous dépasse, puisque le service existe depuis 50 ans. J'espère qu'il a encore de longues années devant lui. C'est tout ça. C'est un chouette métier. C'était le 3e épisode de Terre Histoire, consacré à l'architecture et l'urbanisme de la reconstruction à Orléans. Avec par ordre d'apparition au micro, Florence Cornillo, Vanessa Lamorlette-Pingard et les habitantes de l'appartement, Camille et Lily. Si vous voulez prolonger l'étude sur la reconstruction d'Orléans, vous pouvez vous rendre sur le site Patrimoine et Inventaire. Allez-y, vous verrez, c'est une source inépuisable d'infos, de photos et de ressources sur le patrimoine de la région Centre-Val de Loire. Pour faciliter votre visite sur le site, il y a une carte géographique des études, des onglets de recherche par thématique ou par territoire, et toutes les actualités des expositions et des publications éditées par le service. Vous avez tous les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. Et pour être informé de la sortie du prochain, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite, réseaux sociaux de la région Centre-Val de Loire. À très vite dans Terre Histoire.